Bien, bonjour à tous. Merci d'assister à cette conférence et particulièrement merci à ceux qui étaient déjà connectés le 17 juin et qui avaient, comme nous, essayé de l'écouter avec 80 autres personnes. On avait une bonne audience, on avait des intervenants très intéressants et malheureusement, on a dû interrompre. Vous savez que ça arrive parfois, on appelle ça des trolls qui s'introduisent dans ce type d'événement et qui arrivent à, à tellement la perturber qu'on a été obligé de l'arrêter complètement. Alors, depuis, on a eu beaucoup de messages de gens qui nous ont dit vraiment un sujet très intéressant, les intervenants avaient l'air super, c'est quand même trop dommage. Donc, on ne s'avoue pas vaincu. Et vous voyez que on a enregistré cette conférence, on l'a enregistrée en huis clos, et maintenant vous pouvez la voir grâce à YouTube. Donc, il faut, je pense, dans ce genre de situation, surtout pas déposer les armes. Il faut continuer, même si ça se fait de manière différente, parce que vous ne pourrez pas intervenir, vous ne pourrez pas poser vos questions. On en est bien désolé, mais les choses sont ce qu'elles sont. Et à l'avenir, croyez-moi, on tâchera de faire attention au paramétrage de l'outil Zoom pour que ce type de choses ne puisse pas se reproduire. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous allez entendre une conférence passionnante. J'espère que vous pourrez l'écouter, la réécouter, la transférer à vos amis. Et à la fin, il y aura beaucoup plus que 80 personnes qui l'auront entendu. Donc, c'est ça qui nous importe. Alors, donc, nous serons deux pour animer cette conférence, Nicolas et moi-même. Et tous les deux, donc, nous faisons partie d'un petit groupe de paroissiens de Louvciennes qui s'appelle le Forum Saint-Martin. Et qu'est-ce que c'est que le Forum Saint-Martin? Eh bien, c'est un ensemble de personnes qui essayent d'organiser des événements, de faire des conférences, des formations. L'idée, c'est d'aider la communauté à réfléchir, à s'ouvrir et surtout pas à rentrer dans les polémiques, dans l'agression, mais toujours avec beaucoup de bienveillance et d'esprit d'ouverture. Nous invitons des personnes à débattre et en partant d'une idée issue de l'actualité. Alors là, je crois qu'on est en plein dans l'actualité avec notre sujet, vous l'avez bien compris. Alors, je précise juste une chose, c'est que le Forum Saint-Martin, ça a commencé il y a une quinzaine d'années et on va continuer, malgré tout, même si c'est parfois difficile, même s'il y a des intrusions malveillantes, nous continuerons parce que je crois que c'est extrêmement utile que de faire débattre des gens sur des sujets d'actualité et ainsi d'apprendre des choses et de nous ouvrir à des points de vue différents. Voilà, donc ce soir, le sujet, comme je vous l'ai dit, c'est le complotisme, mais pas seulement le complotisme. C'est très important de le préciser dès le début. On ne voulait pas faire un X plus unième, une X plus unième conférence ou un document ou un article. Vous avez sûrement lu des tas de choses sur le sujet. Il y a eu beaucoup d'émissions de télévision, par exemple. Donc nous, notre idée, c'était bien sûr de partir de là, mais ensuite d'essayer de voir comment ce phénomène des fake news, du complotisme pose un problème dans la société et pose une question très fondamentale au sujet de la notion de vérité. Qu'est-ce qui reste de la vérité si on est tous à se débattre dans les fake news, à plus savoir à quel saint se vouer et qui croire. Donc, on a cette volonté que de partir du complotisme, certes, mais ensuite de pouvoir s'élever un petit peu. Et c'est pour ça que nous avons 4 intervenants ce soir que je vais vous présenter rapidement. Alors, le premier s'appelle Denis Allard. Il est directeur, chef d'entreprise d'une agence de communication qui s'appelle Brief.
Et bon, certains d'entre vous le connaissent puisqu'il est louvciennois. Et donc, il va nous planter un peu le décor pour voir un peu le complotisme par rapport à la communication, aux médias, etc. Ensuite, nous entendrons Marc Grassin, qui est enseignant-chercheur à la faculté de philosophie de l'ICP, directeur de l'Institut de Vaugirard, également docteur en pharmacie, docteur en éthique médicale, philosophe. Donc, on espère que Marc n'ira pas trop dans les sphères de la philosophie où nous serions tous perdus, mais en tout cas, avoir un recul philosophique sur ce sujet nous a paru absolument indispensable. Ensuite, nous aurons Bertrand Warusfeld, qui lui est prof de droit et avocat. Donc, je crois qu'il est prof de droit à Paris 8 et avocat. Et on va lui poser la question terrible, c'est de dire, bon, ben, vous, juriste, que faites-vous par rapport à tout ça? Que peut-on faire? Et évidemment, on imagine que les réponses ne sont pas faciles, mais enfin, attendez-vous à ce genre de questions, Bertrand. Voilà. Enfin, nous aurons le père Dominique de Goules, qui est jésuite, qui est aumônier des grandes écoles et qui est le patron du centre Teilhard de Chardin qui est en train de se construire sur le plateau de Saclay. Alors, il nous en dira peut-être un mot à la fin, mais surtout, on compte sur lui pour nous dire un petit peu la position de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ce mot vérité, il est terrible à employer, hein. On hésite toujours. Et donc, qu'est-ce que la religion peut dire de ces sujets? Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus long, c'est déjà pas mal. Donc, je me tais et je vais donc tout de suite passer la parole à Denis pour la première présentation. Bonsoir, merci Bruno. Donc, je vais attaquer le sujet sous l'angle de la communication, qui est évidemment passionnant pour un communicant. Quand on pense que des gens sont convaincus que la Terre est plate, 9% des Français, 16% des personnes qui vivent aux États-Unis, c'est évidemment un sujet passionnant parce qu'on se dit waouh, ils ont réussi un grand coup là. Pour réussir un truc pareil, il y a un phénomène qui effectivement touche à une technique de communication. On va essayer de regarder vite fait comment, et évidemment au problème de la vérité. Donc, rendons-nous compte aussi que 21% des Français, c'est-à-dire 1 sur 5, pensent qu'il y a un complot entre les laboratoires et le gouvernement à propos des vaccins, que la princesse Diana a été assassinée et que les Illuminati, c'est une théorie complotiste qui est assez ancienne, existe toujours. Donc, et j'en passe et des meilleurs, il y en a évidemment beaucoup. Alors, on va essayer ensemble, je vais essayer de survoler et de me demander pourquoi les théories complotistes rencontrent du succès aujourd'hui, peut-être un peu plus qu'avant, même s'il y en a toujours eu. Comment est-ce qu'on fabrique sur le plan de la communication une théorie du complot? Quel est le rôle des relais d'opinion dans cette affaire-là? On évoquera vite fait à qui profite le complotisme, parce que c'est intéressant de se demander à qui ça profite quand même, s'il y a quelqu'un. Et finalement, comment est-ce qu'on peut sortir du complotisme? Tout ça du point de vue de la communication, évidemment, puisque ce sera mon seul propos. J'attaque par le petit bout de la lorgnette, si je puis dire. Alors, comment est-ce que les thèses complotistes peuvent rencontrer aujourd'hui un succès? Donc ça, c'est une lecture personnelle des événements, de la théorie. Vous avez tous été témoins de quelque chose, d'un accident, d'un événement fort, et vous l'avez entendu raconter ensuite, par ceux aussi qui l'ont vu ou par ceux qui l'ont entendu dire. Et vous vous êtes rendu compte que ça ne racontait pas exactement ce que vous aviez vu, compris, senti. Et ça a été systématique. Vous avez eu dans le journal un compte-rendu qui n'était pas du tout ce que vous aviez compris, vous. Et là, vous vous êtes dit, mais finalement, vous ne l'avez peut-être pas dit, mais vous vous êtes rendu compte que les mots sont un obstacle au réel et qu'il y a une difficulté à décrire ce réel. Alors, quand on parle de vérité à laquelle, en plus du réel, on rajoute quelque chose, des convictions personnelles,
une couche supplémentaire qui, là, n'est pas de l'objectivité, mais de la subjectivité, on se rend compte que la vérité, elle est effectivement très difficile à décrire, à affirmer. Elle est probablement, mes confrères le diront mieux que moi, une affaire de conviction et de foi. La vérité, évidemment, difficile à cerner. Résultat, eh bien, on est face à une faille dans laquelle vont s'engouffrer avec facilité les théories complotistes les plus farfelues, ou les plus imaginatives, dirons-nous. Voilà, donc c'est parce que le réel est difficile à cerner, parce que la vérité l'est encore plus, qu'il y a une possibilité, il existe une condition possible de l'existence du complot. Alors, il me semble que, je vais vous proposer l'image du feu pour comprendre comment est-ce que ça peut rencontrer le succès. Pour qu'un feu fonctionne, il faut un carburant, un comburant et une énergie d'activation. Je dirais qu'aujourd'hui, notre combustible, c'est l'air du temps. C'est celui dans lequel on vit, l'époque dans laquelle on vit, qui est pas mal en perte de repères. Il y a une crise de confiance majeure. Les sociétés démocratiques qui reposent sur un certain nombre d'évidences partagées, eh ben, il y a un minimum de confiance envers les institutions, elles sont remises en question. On voit bien qu'il y a pas mal de choses qui nous perturbent et qui font que on ne sait pas trop ce qui se passe dans cette ère du temps, donc dans ce combustible qui nous entoure. Le comburant, c'est nous les humains, particulièrement ceux, alors pour les théories complotistes, particulièrement ceux qui sont en détresse psychologique, qui sont un petit peu en situation d'ignorance, qui manquent de culture, ou qui vont laisser aller leur imagination par un biais cognitif qu'on appelle l'apophénie, et qui nous donne une capacité à voir et à comprendre quelque chose qui n'est pas réel. Pas comprendre, mais à l'imaginer. Et ça, on l'a tous dans notre cerveau. On a tous, les cerveaux humains sont faits pour décrypter ce qui se passe autour d'eux en permanence. On a besoin de comprendre. C'est un besoin radical. C'est même comme ça qu'on a réussi à survivre au fil des millions d'années qui nous séparent de nos ancêtres. L'humain est fait pour comprendre son environnement, il décrypte en permanence. Et dès lors qu'il ne comprend pas, dès lors qu'il y a une espèce de trou, il va falloir qu'il imagine. Et ça s'appelle l'apophénie. Et ça va lui permettre de boucher les trous et donc d'être un peu mieux maître de son destin. On va réussir à relier ensemble des événements qui n'ont strictement rien à voir. Strictement rien à voir, mais parce que ça porte le même nombre de lettres, parce qu'il y a une espèce de coïncidence bizarre, parce qu'il se passe tout un tas de choses comme ça, l'esprit va travailler et va faire en sorte que lui ne va pas trouver ça bizarre, il va trouver la solution. Et il va avoir le sentiment de maîtriser son environnement et donc, éventuellement, d'échapper à un danger, puisque ça sert à ça, l'apophénie, ça sert à décrypter, pas l'apophénie, mais notre cerveau sert à décrypter les dangers qui nous menacent et donc à les fuir si jamais c'était dangereux pour notre vie. Voilà. Donc, ça, c'est le comburant. Et puis, l'énergie d'activation, là, on arrive à la théorie du complot. C'est les fake news dont parlait Bruno en introduction. C'est les histoires qu'on va vous raconter, c'est les éléments déclencheurs qui vont faire que ça va se mettre, le feu va prendre et il va prendre à grande vitesse, d'autant plus avec l'Internet, avec la capacité de communiquer dans le monde entier, eh bien, ça va aller beaucoup plus vite. Et puis, l'herbe, elle est bien sèche, elle prend très bien à ce moment-là parce que le terrain est propice. Les détresses psychologiques sont importantes, les pertes de repères sont importantes, tout est fait pour que ça fonctionne. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fabrique une histoire? En fait, ça part, comme d'habitude, c'est le ragot, c'est le canular. Sauf qu'aujourd'hui, le ragot, le canular, il est porté sur les réseaux sociaux et que ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément. En fait, quand c'est manipulé, la plupart du temps, c'est évidemment manipulé. Celui qui lance l'opération est un manipulateur. Il va courber l'information de manière à lui donner seulement un morceau, et puis le reste, il va le taire. Donc, il va courber l'information pour lui donner le sens qu'il souhaite en termes d'interprétation. Je vais passer très vite parce qu'il y a tellement d'exemples, mais QAnon, qui est un complot très célèbre aux États-Unis et qui, pour ceux qui s'en souviennent, mais probablement tout le monde, a fini par provoquer l'envahissement du Capitole peu de temps avant l'élection de Joe Biden.
l'histoire de QAnon est assez exemplaire dans la constitution d'un complot mondial suivi. Il y en a en France qui sont des adeptes, si je puis dire, de QAnon. Et on va essayer de comprendre comment ça a fonctionné. C'est parti, je le dis rapidement, c'est parti d'un jeu de réalité alternée. Les jeux de réalité alternée, c'était dans les années 2000 jusqu'à 2010 environ. C'était des vrais jeux, des jeux de rôle, des jeux de mystère, où il fallait trouver des solutions. Et donc, il y a des gens, des maîtres du jeu, qui lançaient des phrases un peu comme ça dans la nature. Et puis, il fallait trouver les morceaux de puzzle qui faisaient qu'à la fin, on avait résolu le mystère. Il y avait des dizaines de milliers, 30 000, 40 000 qui participaient. Il y avait un seul gagnant. Ça a été abandonné dans les années 2010 parce que c'était vraiment un jeu de niche et c'était assez compliqué. Néanmoins, ça a été repris par les manipulateurs sur exactement le même principe. Donc, le principe de QAnon, c'est d'aller lancer des phrases qui sont un peu mystérieuses, qui sont cryptées, qu'on appelle des Q-drops, et mais qui sont suffisamment orientées pour dire qu'il y a quelque chose par derrière. On n'a pas pu tout dire, mais il va falloir trouver la suite. C'est là que l'apophénie va intervenir. Le QAnon, c'est manipulé par l'extrême droite américaine. En gros, l'histoire, le pitch, si je puis dire, en communication, c'est de dire qu'il y a un complot pédosataniste qui dirige le monde et que Donald Trump est le champion pour vaincre ce complot-là. Il faut quand même se rendre compte que les électeurs de Trump, en grande partie, sont convaincus que la moitié des démocrates, ou même plus, sont membres de ce complot sataniste, qui n'est pas loin de rejoindre celui des Illuminati. Bon, donc ça se passe comme ça. On met les gens dans ce qu'on appelle un terrier de lapin, pour faire c'est une allusion au lapin de Lewis Carroll, d'Alice au Pays des Merveilles. On les met dans un monde imaginaire avec des possibilités. Et puis, on va laisser se créer des forums, des discussions sur Facebook, sur Twitter, sur des discussions plus privées, des groupes qui vont se constituer et chacun va avancer une hypothèse. Et le manipulateur, alors ils sont plusieurs sur QAnon, on n'a jamais su vraiment d'ailleurs qui c'était, va essayer de guider de telle manière à ce que ça crée le chaos qu'il souhaite créer. Et c'est comme ça qu'on va réussir à mettre à mal la démocratie, en l'espèce aux États-Unis, qui est quand même juste une forteresse imprenable, normalement, jusqu'à réussir à envahir le Capitole. Rendez-vous compte aussi, pourquoi d'ailleurs? Parce qu'il y a des pertes de repères forts et qu'à ce moment-là, les gens sont tellement en détresse psychologique qu'ils ont envie de croire à cette histoire et qu'effectivement, les menaces latentes qui sont leurs propres échecs, elles s'expliquent par ce complot pédosatanique ou autre. Parce que dès lors qu'on a réussi dès lors qu'un complot et s'est révélé vain, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il est sot et sans avenir, ces gens-là qui sont habitués à construire des histoires n'hésitent pas à basculer sur d'autres, comme le vaccin, par exemple. On voit bien et ils réussissent à lier une somme de choses considérables, sans la moindre logique, évidemment, mais par leur simple conviction. On voit bien que la perte de repères de l'espèce d'immunité mondiale, occidentale en tout cas, impossible qu'on tombe tous malades, c'est arrivé. C'est pas possible. Là, c'est une perte de repères fort. La Covid-19, c'est une perte de repères fort. Et bien entendu que c'est la porte ouverte à la création d'un complot. Que le September 11, que les Twin Towers soient détruites, c'est impossible. L'Amérique est une forteresse, une référence. Cette référence qui tombe, ce n'est pas possible autrement que par un complot beaucoup plus complexe que ce que les images qu'on a bien voulu nous montrer. Voilà, ça c'est pour essayer de décrypter l'environnement et je vous dis, je vous ai expliqué rapidement en quoi c'était effectivement très favorable en ce moment. Alors, le rôle des relais d'opinion là-dedans, les réseaux sociaux, évidemment, sont forts et ils sont sans gouvernail. On n'est plus dans une presse contrôlée. C'est des médias propriétaires, non propriétaires, c'est-à-dire que chacun fait son propre opinion, chacun a sa propre tribune et ça devient complètement effarant. On met sur le même plan des gens qui sont des référents, qui sont des scientifiques ou qui sont des philosophes ou des gens qui ont réfléchi et monsieur et madame tout le monde qui émettent une opinion. On réussit même sur ces chaînes-là
là à faire des débats entre des gens qui sont non qualifiés, des gens qui le sont, et en les mettant sur le même plan. Et chaque mot porte un petit peu comme à l'époque où il n'y avait pas Internet, quand on disait la force de l'imprimé. Vous savez, si c'est écrit dans le journal, c'est que c'est vrai. Et bien, c'est un peu pareil. Si c'est écrit sur Internet, ça a tendance à être vrai. Donc, il y a une capacité de conviction sur Internet qui est dramatique parce qu'elle n'est pas contrôlée, il n'y a pas de comité de lecture, il n'y a rien du tout, ça passe comme ça. Il y a aussi le dark social. Alors, le dark social, c'est moins ouvert, c'est plus privé, c'est du one-to-one ou du one-to-few, c'est-à-dire dans des petits groupes, c'est là que c'est particulièrement développé QAnon. Puis, vous avez quand même les médias classiques. Hein. J'ai parlé du 11 septembre tout à l'heure. Eh bien, en fait, c'est devenu une théorie du complot parce que c'était un auteur français qui s'appelle Thierry Messant qui avait écrit qui avait écrit L'effroyable imposture, publié en 2002. Et c'est Thierry Ardisson qui s'en est fait l'écho dans son émission Tout le monde en parle sur une chaîne française. Probablement sans mauvaise intention de la part d'Ardisson, c'est pas la question. La question, c'est que ça a été repris par tous les autres médias sans aucun sens critique par un journal en France, et tous les autres l'ont pris, et c'est devenu un phénomène mondial, parce que c'est parti de la France, c'est devenu un phénomène mondial à ce moment-là. La théorie complot est née à ce moment-là, à partir d'un seul auteur, dont les médias traditionnels se sont fait le complice, plus ou moins volontairement. Mais il y a eu d'autres affaires hein, où on a en permanence cherché à chercher des complots. Là, je ne parle pas du petit Grégory, des affaires Baudis, de l'affaire... enfin bref, il y a eu en permanence de la part des médias traditionnels une tendance à aller du côté des poubelles, si je puis dire, à remuer tout ce qui n'est pas, qui peut exciter l'imagination des gens, qui peut leur permettre de développer cette apophénie et qui peut leur permettre, du coup, de les tenir, eux, captifs comme audience. Rupert Murdoch, il n'est pas indifférent à ce phénomène. Vous savez, c'est l'homme d'affaires australien qui a racheté des chaînes aux États-Unis et qui, notamment Fox News, et qui n'a aucune conscience journalistique, mais qui en permanence va plutôt être le vecteur de propagation, ce genre de ragot, donc ce genre de l'énergie d'activation qui est nécessaire pour que la théorie du complot existe. En un mot, à qui peut profiter le complotisme, qui est ce qu'on appelle le puppet master, c'est-à-dire le marionnettiste, qui tire les ficelles de tout ça. Évidemment, c'est les puissants ou ceux qui veulent le devenir. Alors, ça permet de le rester, ou ça permet d'acquérir une certaine puissance. À mon sens, alors, il n'y a rien tellement démontré là-dedans. C'est soit des actes délibérés, je ne vais pas être très clair là-dessus, c'est soit délibéré, soit opportuniste. Délibéré, ça veut dire qu'on a délibérément créé ce pseudo-complot pour faire croire, pour créer du chaos et puis profiter de la situation pour imposer un pouvoir. Ça peut être opportuniste aussi, si par exemple une puissance étrangère se rend compte qu'il y a un certain bazar qui règne aux États-Unis et la puissance étrangère, en l'espèce, pour ne pas la nommer, c'est les Russes, se disent c'est la bonne occasion pour aller faire des affaires et pour nous étendre un peu plus et prendre des positions fortes chez notre meilleur ennemi. Bien sûr ça ne sera pas forcément eux les créateurs du complot, mais ils vont en profiter, bien entendu, pour faire leurs affaires. Voilà, faut pas non plus négliger, là j'ai parlé de la politique, les sociétés qui en vérité les multinationales notamment, sont les plus puissantes du monde, plus que les politiques. Ça sert très souvent, et là il y a des guerres commerciales, il y a des guerres d'influence, il y a des guerres extrêmement importantes qui se livrent. On n'imagine pas, ça n'a rien à voir avec les complots, mais je résiste pas. Hier, on m'a cité à l'agence Ronaldo, le footballeur, pendant une conférence de presse, il y avait une bouteille de Coca sur la table, il la pousse comme ça, le cours a perdu 1,3%. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est énorme. La puissance du média, la télévision à ce moment-là, de Ronaldo qui a je ne sais combien de followers, et évidemment, tout a été relié, la boîte perd 1,3%, ça chiffre en milliards. Alors, elle a regagné après, hein. Mais toujours, parce qu'il y a de la spéculation, d'autres phénomènes derrière. Mais ça, c'est quand même extraordinaire. La puissance de feu des médias aujourd'hui qui sont mondiaux, c'est extraordinaire. Donc voilà, ça profite à tous ceux qui vont vouloir établir une forme de pouvoir et profiter d'un chaos pour que ce soit religieux, que ce soit politique ou économique. Ils vont profiter de ça et ça va se profiter à ça. Mais je crois volontiers qu'il n'y a pas de puppet master général, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'opportunisme de circonstances et que chacun trouve l'opportunité d'aller là-dessus. Donc voilà, je ne crois pas qu'il y ait un grand pilote, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui en profitent.
Juste un mot de conclusion pour sortir du complotisme, parce que quand même, il faudra penser en sortir. Alors d'abord, il y en a toujours eu, donc c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur et la capacité à apprendre. C'est pas la première fois que nos sociétés traversent des crises morales. Peut-être est-elle plus importante aujourd'hui parce qu'elle est mondiale. On a vécu une première mondiale qui était la pandémie, et à ce point-là, et avec cette conscience-là, apprendre des chiffres de tous les autres pays, ça n'est jamais arrivé. Donc, probablement que c'est beaucoup plus gros. On est plus mondiaux. Il y a des forums qui existent, le forum Reddit notamment, qui permet de se retrouver. Et il y a des subreddits, c'est-à-dire des sous-forums à l'intérieur de Reddit. Je lisais encore il n'y a pas longtemps un qui s'appelle Check My View, c'est-à-dire modifie mon point de vue. C'est des forums dans lesquels on vient volontairement poser des questions à d'autres de manière apaisée, en disant, voilà, moi j'ai cette conviction-là, est-ce que quelqu'un pourrait me faire changer de point de vue? Et ça se passe très bien, il y a plusieurs millions de personnes qui participent à ça. Ça se passe très bien, pas à chaque discussion, hein, mais c'est des discussions longues où on n'a pas le droit de s'injurier, on n'a pas le droit de faire des choses fantaisistes, on doit argumenter ce qu'on dit, et on reprend goût à une espèce de discussion démocratique en écoutant les arguments de l'autre, surtout qu'on vient volontairement dire, voilà, moi je crois ça, mais j'aimerais bien que quelqu'un me dise autre chose et j'aimerais l'entendre. C'est formidable que ça. Et ça, c'est sur Internet, vous voyez. Je crois aussi qu'il faut qu'on cultive, surtout nous en France, la culture du doute. On est quand même héritier, plus ou moins, de Descartes. Et donc, il va falloir qu'à un moment donné, on ait le goût de checker les informations. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il existe tout un dispositif sur les médias traditionnels dont j'ai dit tout à l'heure qu'elles pouvaient être des vecteurs. Eh bien, elles sont aussi des contre-feux. Il y a du fact-checking qui se fait sur beaucoup de médias. Il y a à la fois traditionnel, hein, sur RTL, qu'est-ce qui s'est passé? Sur RTL, Libération, Le Monde, il y a le vrai du faux, l'Instant des l'AFP, pardon, fait aussi pas mal de choses, les décodeurs, il y a des sites privés, Oxbuster, etc. Donc, il y a beaucoup de moyens de trouver des informations qui ont été vérifiées par des gens qui n'ont fait que ça et qui l'ont fait de la manière la plus honnête et la plus factuelle possible, la plus démontrée. Voilà. Et puis, il y a aussi, on ne peut pas en dire beaucoup de choses là parce que le temps passe, la cancel culture, le calling out, c'est-à-dire la capacité aussi des gens de réagir en disant non, ça, c'est pas vrai, et il va falloir qu'on réagisse aux mauvaises ondes émises par les complotistes. Et puis enfin, et vraiment en conclusion, je crois qu'il ne faut pas qu'on renonce à l'enseignement et à la culture, parce que c'est quand même l'ignorance. J'ai parlé de détresse psychologique tout à l'heure. Bien sûr qu'il y a des détresse psychologiques dues aux absences de repères, mais il y a aussi beaucoup d'ignorance, et l'ignorance favorise très largement la propagation des thèses complotistes. Donc, il faut vraiment pousser, voilà, toujours forte dans toutes les populations, toutes les couches des populations, pour qu'on se sorte de cette théorie complotiste. Voilà, j'en ai terminé. Merci Denis. Alors, j'ai quelques questions, mais avant de sortir mes questions, je préfère que Marc, Bertrand, Dominique, Nicolas, n'hésitez pas à commenter ou questionner sur ce que vient de dire Denis. Moi, ce que je propose, Bruno, parce que le temps, comme l'a C'était un signalé peu long, Denis, ouais, je suis désolé. court, c'est qu'on enchaîne tout de suite avec la présentation de Marc et puis qu'on se donne ce moment à la fin, tu vois, pour enrichir le débat dans une petite table ronde, parce que sinon, je pense qu'on va dépasser notre Ouais, objectif je suis horaire. désolé, ouais, j'ai fait trop Donc, long. non, mais c'était super intéressant. Puis je pense en plus que tu as, Denis, un grand merci parce que tu as ouvert. Quand j'entends les mots sont un obstacle réel, quand j'entends les conditions du possible, le besoin de maîtriser de l'homme, quand j'entends tout un tas de choses que tu as évoquées sur les biais cognitifs, les solutions qui permettent de se retrouver, j'ai l'impression que tu as introduit quelque part le sujet du jour, qui est un peu le sujet du bac de philo, Marc. Complotisme et vérité, on pourrait le poser au baccalauréat. C'est un peu ce qu'on s'est dit avec Bruno. Donc, est-ce que tu peux, avec ton regard, qui est à la fois un regard d'homme de médecine, d'homme d'éthique, d'anthropologue, mais aussi de philosophe, nous en dire un peu plus? On a l'impression vraiment que dans ce monde qu'a décrit Denis, de relativisme absolu, de post-vérité, post-modernité, etc., tout est remis en cause. Et en fait, on ne sait plus à qui croire. On ne sait plus qui croire. Tout le monde perd ses repères. Qui croire? Et du coup, la vérité, voilà, c'est la grosse question sur finalement cette notion de vérité. Est-ce que tu peux nous donner un peu de recul et nous apporter quelques éléments de réponse
pour compléter peut-être ce que nous a dit Denis. Peut-être pas compléter, mais raisonner au fond, parce qu'il y a voilà, des choses que Denis a déjà évoquées, je trouve qu'ils sont tout à fait importants. Le premier point, c'est sans doute de reconnaître que cette question de la vérité, on la rencontre aujourd'hui de manière douloureuse autour de la question des fake news, complotisme, etc. Mais en fait, c'est une question qui traverse toujours tout le temps l'humanité. Et cette question, on la retrouve, et je l'évoquerai à partir déjà de la philosophie grecque tout à l'heure, mais le point important à repérer, c'est que la vérité, c'est d'abord une tension. Et je pense qu'on gagne beaucoup à garder en tête, pour la raison que Denis a évoquée à sa manière, c'est de dire d'abord le réel, c'est quelque chose qui est obscur au fond, ce qui est obscur à chacun d'une certaine manière. Et Denis a souligné un mot qui est tout à fait central, qui est l'interprétation. Au fond, le réel qui nous occupe, chacun d'entre nous et collectivement, c'est d'abord une affaire d'interprétation. Ça, c'est un point important, ce qu'on appelle en philosophie l'herméneutique, au fond. C'est-à-dire que, et c'est, au fond, le rapport à la vérité, c'est l'effort d'essayer d'interpréter le réel qui est en partie obscur. Alors moi, j'ai l'habitude de dire que le réel, il n'est pas complètement obscur, il est en clair-obscur, au fond. C'est-à-dire qu'on peut l'éclairer, etc. Et on le voit de différents points de vue. De ce point-là. Donc, il y a deux éléments, je crois qu'on gagne beaucoup pour essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer, de ne pas perdre de vue que, dire le vrai, c'est d'abord une tension, et c'est une tension entre plusieurs choses. La première tension, c'est une tension liée à l'intérêt pour la vérité. Je pense que les uns et les autres, y compris quand on dit n'importe quoi, on est peut-être sous-tendu quelque part par un intérêt pour la vérité. C'est-à-dire cette vérité qui va peut-être nous permettre, ou qui peut nous permettre au fond, de comprendre un peu plus le monde dans lequel nous vivons, qui est en partie incompréhensible. Voilà, c'est-à-dire, au fond, de s'établir dans le monde. Voilà. Donc, il y a les uns et les autres, et peut-être même, et je me fais l'avocat du diable, peut-être même ceux qui complotent vis-à-vis de la vérité, sont peut-être aussi porteurs, au fond, de cet intérêt-là. Ce que je veux dire par là, c'est que cette vérité-là, elle ne nous lâche pas, elle lâche personne, y compris ceux qui se trompent, y compris ceux qui sont dans le mensonge, y compris peut-être ceux qui sont dans la manipulation. Donc, d'abord, une tension liée à l'intérêt pour la vérité, et la charge est lourde de ce point de vue-là. Deuxième élément de tension, c'est dans la manière de se parler. Il y a des manières, au fond, différentes de se parler, et ça va conditionner la possibilité ou pas d'établir quelque chose qui est de l'ordre du vrai ou de dire du vrai, quelque part. Et puis, le troisième élément qui fait cette tension-là, de mon point de vue, c'est la manière de penser l'espace public, c'est-à-dire de l'organiser. Et je reviendrai sur l'évolution sociologique de l'espace public aujourd'hui, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a des manières d'organiser le partage, au fond, de la discussion, le partage des interprétations sur le réel qui nous occupe, qui vont conditionner, au fond, le rapport à la vérité. Alors, je disais que j'allais faire référence à la philosophie grecque. C'est déjà le propos de Platon ou de Socrate vis-à-vis des sophistes. Vous vous souvenez souvent au fond, l'ennemi juré de Socrate, c'est un débat avec les sophistes. Pourquoi ? Parce que les sophistes sont des gens qui vont, au fond, maîtriser la rhétorique. Et c'est-à-dire, au fond, maîtriser le langage. Et Socrate dira, au fond, que le sophiste est capable de nous faire prendre le faux pour du vrai. Voilà. Tout est dit d'une certaine manière avec ça, parce que ça veut dire que pourquoi les sophistes vont être les enseignants de la jeune classe dirigeante et de la démocratie athénienne, c'est parce que si je maîtrise au fond le langage, je vais pouvoir occuper la dominance dans l'espace public. Tout à l'heure, Denis évoquait la puissance, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, au fond, cette question du dire le vrai, de présenter le faux, du complotisme, elle est déjà portée d'une certaine manière par ça. Et ce qui caractérise le sophiste, c'est que, au fond, l'homme est la mesure de toute chose. C'est-à-dire la vérité devient la vérité que l'homme va décider. Voilà.
Et là, il y a une lutte très forte, qui est une tension très forte entre une vérité qui est au fond mouvante, qui est utilitaire, pragmatique, etc., ou une vérité qui vient au fond caler, border, sécuriser une véritable interprétation sur le monde. Donc cette tension-là, on la vit tous. Moi, je ferais bien l'hypothèse que d'abord la philosophie la vit, la politique la vit et l'existence la vit. On est pris en tension toujours les uns et les autres d'une manière ou d'une autre dans ce qu'on pourrait appeler cet écart autour de la vérité. Et cet écart de la vérité, c'est cet effort d'essayer de dire le vrai. Je me permettrai ici de rappeler deux choses. Peut-être qu'au fond, le vrai, on ne peut pas le dire d'une certaine manière, on ne peut que l'approcher. On ne peut que l'indiquer d'une certaine manière. Ça, et je pense qu'on pourra peut-être en rediscuter après, je ne m'étends pas trop là-dessus, mais au fond, on a deux traditions du langage autour de la question du vrai. On a un langage qui va définir les choses, dire ce que sont les choses, donc les dire au plus vrai, avec la traduction derrière, une espèce d'objectivité sur les choses, d'objectivité sur le monde. Et puis on a une tradition du langage qui est un langage qui ne peut pas dire les choses, qui ne peut que les indiquer. Je reprends un propos de François Julien, là, qui est un philosophe spécialiste des questions du langage. On ne peut que les approcher, les approximer. Et au fond, notre rapport au vrai, il est pris dans ces deux choses-là toujours. Alors, à la fois, on approche et à la fois, on essaie de dire et de cerner les choses. Les Grecs ont trois concepts, au fond, pour dire quelque chose autour du vrai. Ils disent il y a la vérité, c'est ce qu'ils appellent l'aletheia. La traduction sans doute la plus juste, c'est dire c'est le dévoilement des choses qui restent cachées. On dévoile les choses qui restent cachées. C'est-à-dire qu'au fond, je ne fais que lever un peu le voile sur l'obscurité des choses. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de clair-obscur. Clair-obscur, on voit, mais pas complètement. Voilà. Bon. L'aletheia, voilà, et on sent bien que sur la question très subjective de nos existences, de la question du sens de la vie, etc., on est dans la question de l'aletheia. Et puis, il y a une deuxième terminologie qui est l'épistémé. On pourrait dire c'est la connaissance. On pourrait dire on est proche de la question de la science, de l'objectivité, c'est-à-dire c'est la capacité que nous avons à dire ce que sont les choses. C'est-à-dire l'adéquation du mot à la chose. Là, on est dans le dur et dans l'objectivité. C'est-à-dire quand on dit, alors on a touché la chose. Et puis, il y a un troisième sens qui est la doxa, c'est-à-dire, au fond, l'opinion. L'opinion commune des uns et des autres. Et on sent bien que sur des sujets complexes, nous sommes tous pris à la fois par ce rapport au fond à la chose, par à la fois l'aletheia, c'est lever, approcher un peu du voile obscur du monde. À la fois, on va pouvoir dire des choses objectives et des faits qui vont être éprouvés, validés, etc., par la communauté scientifique ou la communauté pensante, etc., des choses élaborées et reconnues. Et puis en même temps, on a nos opinions, quoi. C'est-à-dire qu'on pense des tas de choses sur des tas de réalités qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, et c'est normal. Et vous voyez bien que la question de dire le vrai, c'est ces trois-là en même temps. On n'échappe pas à ça. Je voulais souligner qu'on n'échappe pas à ça. Alors, pour compléter rapidement, la situation contemporaine, évidemment, n'est pas neutre dans ce qui va se jouer dans ces rapports de tension entre ces trois éléments-là. Trois éléments d'attention. Le premier élément, c'est nous sommes dans ce qu'un sociologue important qui s'appelle Zygmunt Bauman appelle la vie liquide. Les sociétés modernes, contemporaines comme les nôtres, sont caractérisées par, au fond, quelque chose d'assez nouveau, alors qui n'est pas complètement nouveau, mais qui quand même l'est en partie, qui est l'accélération de la transformation. Au fond, le monde dans lequel nous vivons ne cesse de se transformer. Ça, ce n'est pas nouveau ici, c'est transformé toujours, le monde. Mais il se transforme à une vitesse grand V. C'est-à-dire que Bauman dit on a à peine le temps d'apprendre ce qui convient que c'est déjà dépassé. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que le monde dans lequel nous vivons est fait d'abord d'instabilité. On pourrait dire de forme de relativisme. Vous avez dit tout à l'heure de perte de repères, etc. Mais au fond, c'est-à-dire le sol est mouvant d'une certaine manière. Alors, quand le sol est mouvant, alors pendant longtemps dans les sociétés, le sol n'est pas mouvant.
il y a des autorités légitimes, c'est la science, c'est la théologie, c'est l'Église, c'est le cosmos, etc., qui vont sécuriser, au fond, le rapport à la vérité parce qu'il y a de l'autorité, au fond, qui l'assure. Quand tout bouge tout le temps rapidement, etc., nous sommes tous les uns et les autres à revenir à cette incertitude très profonde, et non seulement cette incertitude, mais cette complexité du monde dans lequel nous sommes. Et donc, on est mis les uns et les autres face quelque part à une sorte d'inquiétude, une peur. Une caractéristique du monde contemporain, c'est qu'il y a de la peur et de l'inquiétude. Alors, de la peur quand elle s'exprime avec puissance, mais au fond, il y a un fond d'inquiétude qui nous traverse parce que nous ne savons pas, au fond, ce qui est en train de se produire, qu'il va falloir faire l'effort de se donner des moyens de le comprendre, et que ça, c'est compliqué parce que c'est instable. Nous ne sommes jamais complètement sûrs, au fond, aujourd'hui, que ce que nous disons, ce que nous pensons, c'est véritablement ce qui est établi. Ça, c'est un point tout à fait conséquent parce que ça veut dire que ça génère chez peut-être les gens les moins armés, les moins étayés d'une certaine manière, les moins sécurisés dans ce monde en pleine transformation, ça génère peut-être des envies ou des stratégies pour se sécuriser qui sont des stratégies du repli. Au fond, si je n'arrive pas à m'établir dans tout ce qui bouge, je vais essayer de retrouver un sol sûr, concret, qui va me permettre de me rassurer. Alors, il me semble que les mouvements complotistes jouent là-dessus d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle le repli, d'ailleurs, identitaire, hein, éventuellement, communautaire, mais le complotisme peut en faire partie d'une certaine manière. J'essaie de retrouver de la stabilité. Et donc, du coup, je me désolidarise et je me désegmente d'une certaine manière de la société. Le deuxième élément qui a complété pour comprendre ce qui est en train de se jouer, de mon point de vue, mais c'est une interprétation évidemment que je livre, c'est que nous sommes dans des sociétés libérales, individualistes, libérales individualistes. Alors, je ne développe pas trop parce que ça demanderait beaucoup de temps, mais une caractéristique quand même des sociétés libérales, c'est qu'elle va valoriser de manière fondamentale la question de la liberté. Donc, après tout, je suis, et c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, mais ça a un effet qui est un effet possiblement pervers, c'est-à-dire qu'au fond, je suis libre de tout et je suis libre de tout penser et de tout dire. Voilà. Dit autrement, dans les sociétés libérales individualistes, et le terme d'individualiste est très important parce que ça veut dire que, au fond, si je suis un sujet libéral individualiste, ça veut dire que je suis ma propre référence, d'une certaine manière. Pendant longtemps, la référence, elle est ce qu'on appelle hétéronome, hein, c'est-à-dire elle est de l'extérieur, c'est l'institution, c'est le politique, c'est l'Église, c'est le cosmos, etc. Là, je suis ma propre auto-référence. Et donc, du coup, ça va évidemment créer quoi? Un nouveau rapport à l'espace public. Puisque pendant longtemps, l'espace public, il est quoi? Il est le lieu de la régulation commune, au fond, des différents discours. Quand je suis dans une société libérale individualiste, au fond, l'espace public, c'est moi. Je suis tout l'espace public, d'une certaine manière. Et donc, du coup, ça va créer des tensions parce que ça veut dire que l'autre, dans ce qu'il dit du monde, ce qu'il pense du monde, ce qu'il dit du vrai, au fond, et il vient comme une sorte d'ennemi de ce que je suis en train de penser. Donc, il y a un espace public dans les sociétés libérales contemporaines qui accélèrent et qui sont individualistes, une rupture au cœur de la question de l'espace public. Alors, j'ajoute un dernier point, et j'arrête là ou quasiment. Évidemment qu'on voit bien que les nouvelles réalités de communication, Denis évoquait ça, au fond, il y a une accélération du flux d'informations, du flux du fait et du flux d'informations. Va évidemment être un cocktail qui va accélérer ça. C'est-à-dire que si j'ai pas de repères, si je suis auto-centré face à l'immense afflux d'informations, je suis d'une certaine manière complètement perdu, au fond, d'une certaine manière, dans cet espace infini où j'ai à interpréter les choses. Au fond, je peux plus interpréter les choses. C'est trop compliqué, quoi. Je peux plus décider, j'ai plus ces repères-là. Donc, du coup, la question qui est derrière le rapport à la vérité au complotisme, désormais, c'est la question comment on pense l'espace public. Je voudrais juste souligner la chose suivante,
et je vois le slide qui s'affiche, ce qui veut dire qu'il faut que je m'arrête. Il y a un enjeu, mais je termine là-dessus, il y a un enjeu dans l'espace public de revenir à la question de comment on dit avec et comment on dit ensemble. L'espace public est devenu un lieu où on dit les choses, simplement. Et les chaînes d'information continue, etc., qui sont des chaînes d'opinion, etc., il suffit de dire, d'une certaine manière. Or, évidemment, une société, et le vrai, ne peut se construire que si nous acceptons de dire avec, de dire ensemble et de dire contre. Ce qui veut dire que nous avons à creuser, à travailler, au fond, l'espace de discussion, revenir sur les espaces de discussion. Mais pour pouvoir le faire, me semble-t-il, il faut que nous puissions reconnaître que nous ne sommes pas détenteurs du vrai. Ça, c'est capital. Que l'autre, dans son opinion, dans les faits, dans sa part de voile levée de l'obscurité du monde, dit aussi potentiellement quelque chose. Peut-être qu'au fond, le complotisme est une réaction à un grand processus ou un sentiment, à tort ou à raison, peu importe, à tort ou à raison, de non-reconnaissance ou de sentiment de ne pas participer à l'espace public. Ça, c'est capital, c'est-à-dire, il me semble que un des éléments de solution, c'est comment on fait le pari que l'autre, y compris dans ses propres délires d'interprétation du monde, est une occasion pour ensemble essayer de dire le vrai. C'est un défi compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut évidemment accepter le temps de la discussion, le temps de la négociation, le temps de l'incertitude, ensemble, pour reconstruire ensemble quelque chose que nous pouvons porter en commun. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Alors, moi j'ai envie de faire réagir le père Dominique, parce que à plusieurs reprises, Marc a cité dans l'espace public le rôle d'une institution, de l'Église, comme socle, comme référence. Aujourd'hui, comment l'Église réagit-elle, ce socle d'hier? Comment est-ce qu'elle appréhende ces questions de complotisme et vérité dans notre société contemporaine, telle que Denis l'a bien décrite et Marc, après, l'a aussi expliqué? Alors, l'Église, je ne sais pas, au sens où je n'ai pas encore entendu de discours officiel là-dessus, et c'est sans doute qu'elle est à peu près aussi désemparée que nous. Moi, ce qui me vient à l'esprit en entendant, c'est d'abord, il y a un mot qui n'a été prononcé par personne, c'est le mot de mensonge. Un des grands noms du diable dans la Bible, c'est menteur et père du mensonge. Et il y a en particulier, il y a une scène, alors si on cherche des complots dans la Bible, il y a une scène splendide, c'est l'histoire de la vigne de Naboth. Vous savez, ce bon vieux Naboth qui ne veut pas vendre sa vigne, le roi en est tout mari, et sa femme lui dit, t'occupe pas, enfin t'en fais pas, je m'en occupe, et elle prend 4 faux témoins qui expliquent que Naboth a injurié le roi, et on lapide ce pauvre Naboth qui n'a rien demandé, et l'affaire est faite. Et il faut un prophète pour venir dénoncer ça. Donc, or, il me semble que, moi, à titre personnel, je dirais que dans les sources du complotisme, il y a probablement aussi la facilité avec laquelle nous tolérons le mensonge politique. Je me souviens déjà enfant de M. Charles Pasqua qui disait « Les promesses n'engagent que ceux qui y croient ». Ça remonte à il y a 40 ans. Et comment avons-nous pu tolérer cela? Voilà. Et j'ai été moi-même témoin au Cambodge dans les années 90. Donc, le Cambodge est un pays où, évidemment, les hommes politiques n'ont pas cessé de mentir entre les Khmers rouges et le pouvoir pro-soviétique qui a suivi. J'ai été témoin moi-même de la naissance d'un complot, enfin, d'une théorie du complot sous mes yeux. C'est-à-dire, j'étais responsable d'un foyer d'étudiants. Nous devions aller visiter une usine et le soir même, la veille au soir, l'ingénieur français m'appelle et me dit « L'usine est en panne, on ne peut pas y aller. Enfin, on ne peut pas vous recevoir. » Je dis ça texto au premier étudiant que je croise. Le lendemain matin, la directrice du foyer qui avait croisé les étudiants me dit « Les étudiants m'ont dit que vous ne pouviez pas aller faire le voyage parce que les Khmers rouges avaient barré la route. » Autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je donnais l'information officielle.
l'information officielle est forcément fausse. Donc, il s'est forcément passé autre chose. Quoi? Et là, l'imagination, plus la connaissance qu'on a du terrain politique, fait le jeu. La situation de perte de repères dans laquelle nous sommes, c'est aussi une situation de perte de repères de la parole politique. Je suis tombé il y a quelques jours sur un petit article très rigolo qui s'appelait « Critique de la raison graphique ». Et qui donnait une vingtaine de citations de ministres, dont une dizaine étaient inventées. Toutes étaient délirantes, il y en a 10 qui étaient vraies, 10 qui étaient fausses. Mais je n'ai pas réussi moi-même à passer le test. C'est-à-dire, je me suis trompé un nombre considérable de fois, en me disant, non, ça, quand même, il n'a pas pu dire ça. Ah ben si. Voilà. Il a osé. Il a osé. Et là, je crois qu'il y a quelque chose, vous voyez, on parle, plusieurs ont mentionné l'histoire du Covid. Un certain nombre de moments dans cette histoire, bon, qui nous a tous terrifiés, mais nos ministres ont fait des erreurs, ce qui est totalement justifiable. À partir du moment où les erreurs ne sont jamais reconnues, alors là, on rentre dans une porte ouverte au complotisme. Quand quelqu'un nous dit que les masques, ça ne sert à rien, que d'ailleurs on ne sait pas comment les mettre, pour 2 mois après nous imposer à tous d'en mettre, sans jamais reconnaître qu'ils se sont trompés en quoi que ce soit. Et c'est ce dernier point qui pour moi est très grave. Il y a là une porte ouverte à on nous manipule. Ouais. Et de fait, on nous manipule. On nous manipule non pas par rapport à la question du masque, mais par rapport à nous faire croire que le gouvernement ne s'est jamais trompé. Mais pour moi, là, il y a quelque chose et là je regrette, si j'ai un regret par rapport à la position de l'Église, c'est que sur ces points-là, il n'y ait pas à chaque fois qu'un ministre j'allais dire ment ou rentre dans ce genre de jeu, il n'y ait pas un ministre ou un théologien pour tonner en chair, pour dire c'est insupportable. Voilà. Merci beaucoup Dominique. Je crois que on arrive à la 3e intervention, donc celle de Bertrand Warusfel, et les questions juridiques, vous commencez déjà à y toucher effectivement avec la question politique que vous venez de soulever. Donc, on vous redonnera la parole à la fin, Dominique, sur les questions plus théologiques. Hein. Oui. Voilà. Bertrand, à vous. Non. Je crois que je cherche. C'est bien, on voit bien. Voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bien. Je croyais que mon micro était coupé. Simplement pour dire qu'effectivement, cette pathologie de la communication, je crois qu'on peut parler de pathologie de la communication, pathologie communicationnelle pour le complotisme, elle s'inscrit effectivement dans une situation très contemporaine. C'est un fait social parce qu'on a parlé de la rapidité du changement. Je voudrais également insister sur les effets perturbateurs de la technologie, notamment de la technologie numérique, qui nous amène dans un système de surcommunication, d'hyperchoix, dans lequel effectivement tout est disponible et donc toutes les vérités sont disponibles, toutes les images sont disponibles, toutes les informations sont disponibles, et il y a un phénomène, j'allais dire, de nivellement, hein, qui fait qu'effectivement ces phénomènes qui existent depuis le fin des temps, depuis le début des temps, parce que des gens qui croient au complot, des gens qui sont paranoïaques, il y en a toujours eu, mais la régulation sociale qui s'exerçait sur eux et qui faisait que leur théorie ne pouvait pas prospérer est aujourd'hui, j'allais dire, contrecarrée par le village mondial, comme disait Marshall McLuhan, hein, et par la diffusion instantanée et immédiate de l'information. Bon. Une fois que cela a été dit, moi je voudrais, en tant que juriste, commencer par distinguer. Et je voudrais distinguer notamment 3 situations qui sont différentes et qui induisent éventuellement des réponses juridiques différentes. La première situation dont on n'a pas encore parlé et qui, à mon avis, pourtant, Denis l'a indirectement évoqué à un moment, mais qui pourtant est fondamentale, à mon avis, c'est ce que j'ai appelé la maltraitance de l'information. C'est-à-dire, ce n'est pas une information qui est fausse, j'allais dire par principe, ce n'est pas une information qui a été forgée pour être fausse, c'est une information qui est déformée, qui est mal comprise, qui est confuse, qui est simplifiée. Comme l'information circule trop vite,
comme tout le monde échange sur tout, eh bien évidemment la probabilité que je produise une information, que je reproduise une information qui soit altérée est très importante. C'est le mécanisme qui a été invoqué. Si je raconte à mon voisin quelque chose qu'il raconte à son voisin, une fois que ça aura fait le tour de la place, l'information aura été complètement modifiée. Et donc, dans une situation de surinformation, il y a un mauvais bruit. Shannon, le théoricien de l'information, a bien dit qu'il y a un problème de rapport signal-bruit. Le signal, c'est la bonne information, et le bruit, c'est finalement le signal parasite. Et si le bruit est trop fort, le signal est recouvert. Et comme nous avons ce que j'appelle un peu une désintermédiation de la diffusion de l'information, et ça, c'est une des caractéristiques de la manière dont fonctionnent aujourd'hui les médias numériques, ce qu'on appelle le web 2.0. Le web 1.0, le premier web, c'était un web un peu vertical dans lequel ceux qui avaient l'information la communiquaient à ceux qui ne les avaient pas. Un journal, mais c'est les articles en ligne, une chaîne de télévision, mais c'est les informations en ligne, une institution, mais ces informations à disposition. Mais dans le web d'aujourd'hui, tout le monde met de l'information. Il n'y a plus ceux qui ont de l'information et qui la diffusent, ceux qui la reçoivent. Je peux devenir le propre producteur de mon information. Et comme en plus cela va très vite, la probabilité que je diffuse, j'allais dire, sans m'en rendre compte, une mauvaise information qui sera elle-même reprise par d'autres qui vont encore l'altérer est extrêmement importante. Donc, on a toute cette pollution finalement de l'information qui est un peu inévitable et qui peut amener même, j'allais dire, à un phénomène d'entropie. Donc, premièrement, l'information maltraitée, l'information altérée par ce process. Pour moi, c'est la première situation parce que c'est souvent là que ce qu'on va appeler ensuite la fake news et le complotisme. Le complotisme n'est pas forcément toujours d'une intention malveillante initiale, il vient du fait qu'une information mal comprise, mal véhiculée, a fait un peu boule de neige et que finalement des idées absurdes sont venues à l'esprit des gens et que quelqu'un y a cru et que quelqu'un l'a amplifié. La deuxième situation, et là c'est la fake news au sens strict, c'est celui qui fabrique ou qui rediffuse en sachant qu'il l'a fabriqué des données qui sont falsifiées. Il y a 20 ans, on ne parlait pas de fake news, mais on parlait déjà de désinformation. La fake news, c'est un mécanisme de désinformation. Simplement, il y a 20 ans, pour désinformer, il fallait trouver des canaux de communication pour transmettre la fausse information, l'information altérée. Aujourd'hui, on a sous la main Twitter, Facebook et les autres outils qui sont à notre disposition. Les motivations peuvent être diverses, peuvent être multiples. Bien sûr, on pense à des motivations criminelles, on pense à des motivations politiques, on pense à des motivations terroristes, etc. Mais Denis a bien dit que QAnon, c'est né d'un jeu. Et je pense que la dimension ludique est, à mon avis, relativement importante. Ça doit être relativement jouissif pour certaines personnes qui ont une vision un peu nihiliste, finalement, de la situation, qui ne croient finalement qu'à ce qu'ils veulent bien croire, de créer du désordre en diffusant volontairement des informations qui vont accroître la confusion et qui vont accroître la tension. Et donc, il faut bien distinguer ces deux situations, l'altération involontaire de l'information et l'altération volontaire. Et pourquoi je le dis? C'est parce qu'en termes juridiques, bien évidemment, ça induit une question de responsabilité. Celui qui volontairement altère une information, eh bien, il prend une responsabilité vis-à-vis de ceux à qui cette information altérée causera un préjudice. Alors que celui qui a simplement mal compris ce que lui a dit son voisin ou qui a mal retweeté un message qui s'est avéré faux, eh bien, évidemment, pourra faire état de sa bonne foi et ne risquera pas grand-chose pour peu qu'il ne persévère pas dans l'erreur. Le troisième niveau, c'est celui dont on parle le plus ce soir, c'est le complotisme. Le complotisme, ce n'est pas simplement le fait qu'il y ait des mauvaises informations, volontaires ou non. C'est le fait qu'à un certain moment, quelqu'un va adhérer à une théorie simpliste qui effectivement postule que ce que l'on voit n'est pas la vraie réalité et que la vraie réalité est cachée et que lui a l'accès à les clés à cette vraie réalité cachée. Marc a parlé de dévoilement. Il nous a fait un développement extrêmement intéressant sur l'aspect dévoilement de la vérité. Le complotiste, il croit qu'en réalité,
avec sa théorie, il est en train de vous dévoiler une partie de la vérité qui est cachée aux yeux du citoyen, aux yeux de celui qui l'écoute. Et je crois que le complotiste est le plus souvent une victime, hein, de tous ces mécanismes. C'est une victime de cette maltraitance de l'information, une victime de cette désinformation, plus qu'un auteur. Alors ensuite, bien évidemment, il peut passer de l'autre côté de la barrière et devenir lui aussi un acteur, un pilote. Mais pour un qui pilote le complotisme, il y a énormément de victimes du complotisme qui se réfugient en fait dans une alternative, hein, qui va justifier en fait son rejet du monde tel qu'il est. Ça a été dit par plusieurs d'entre vous, hein, le monde est trop complexe, le monde est trop dur, et j'ai envie de le rejeter, je ne le comprends pas, et je vais adhérer à une vérité qui justifie cette espèce de distance que je prends vis-à-vis de lui. Donc, distinguons ces trois dimensions. Alors, est-ce que le droit peut faire des choses? Alors, je vais vous décevoir parce que, bien évidemment, le droit veut faire des choses, mais à mon avis, ce n'est pas là véritablement le cœur du problème. Le droit peut faire des choses. Alors, bien sûr, il peut faire des choses, encore une fois, contre celui qui a créé volontairement ou qui avait conscience de diffuser une fausse information, hein. Celui qui n'a pas cette conscience bénéficiera de la bonne foi. Et on a de très nombreux textes. Alors, je vous ai mis là sur mon support 2 ou 3 bullet points, mais on peut en citer bien d'autres, hein. Dans la loi sur la presse de 1881, a été introduit plus récemment une peine pour celui qui diffuse de mauvaise foi des informations qui troublent l'ordre public. Plus récemment, en 2018, on a introduit des dispositions dans le code électoral pour punir celui qui, à la veille d'un scrutin, diffuse des informations qui sont de nature à altérer le scrutin. Hein. Récemment également, on a modifié la loi sur la communication audiovisuelle pour donner au CSA, qui va bientôt être modernisé et changer de nom, la possibilité de sanctionner des médias qui diffuseraient des informations et qui seraient susceptibles de créer la confusion dans l'esprit de la population, dans l'esprit du public. Et même, quelqu'un a parlé tout à l'heure des États, hein, même l'État lui-même se protège parce que dans le code pénal, vous avez une infraction spécifique, hein, qui poursuit avec un nombre d'années de prison à la clé assez importante, celui qui fournit volontairement des fausses nouvelles qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Hein. Si demain matin, par exemple, un scientifique venait rencontrer les autorités françaises pour leur annoncer une fausse nouvelle sur la vaccination Covid-19, par exemple, de nature à ce que le gouvernement français suspende les programmes en cours et qu'on se rend compte que ça a été fait de manière volontairement malveillante pour favoriser un opérateur étranger, un État étranger, un groupe terroriste, etc., eh bien, il y a dans le code pénal de quoi poursuivre ce type de désinformation à l'encontre de l'État. Donc, le droit n'est pas plus, j'allais dire, incapable de gérer ces affaires de complotisme que d'autres situations préjudiciables que le droit est capable d'appréhender. Mais ce n'est pas forcément la réponse la plus efficace et elle comporte un grand risque. Et je voudrais m'arrêter sur ce point, hein, et ça c'est un élément, je crois, qu'il faut vraiment introduire dans le débat, c'est que si nous entrons en guerre contre les complotistes et que si nous mobilisons les policiers, les juges, les enquêtes, etc., hein, nous prenons un grand risque qu'il faut donc que l'on mesure, j'allais dire, avec beaucoup de finesse. C'est qu'en voulant poursuivre le complotisme, nous risquons d'altérer, et éventuellement d'altérer gravement, la liberté d'expression. Et c'est là que les choses sont terribles. C'est-à-dire que, je parlais de pathologie, le complotisme, c'est un cancer finalement, c'est une métastase, hein, mais et on le sait dans la médecine, hein, lorsqu'il faut opérer une personne qui a un cancer, il faut enlever les cellules cancéreuses, mais ne pas enlever les autres. Eh bien, c'est un peu la même chose. Le flux de communication, le flux d'expression, le flux d'échange est quelque chose de fondamental dans notre démocratie. Marc a parlé tout à l'heure de l'espace public. Depuis le XVIIIe siècle, nous vivons dans une société dans laquelle l'espace public est le lieu de la démocratie, est le lieu de l'échange, le lieu du savoir, le lieu de la culture. Et nous avons gagné ce droit, hein, nous l'avons gagné parfois très cher, hein, et dans certains pays, ils continuent à le payer très cher, de nous exprimer librement.
Et si on donne un grand coup de scalpel extrêmement violent pour arracher le complotisme, on risque d'arracher avec la liberté d'expression. Et il y a eu un exemple récent dans un domaine un peu connexe, hein, la fameuse loi dite loi Avia, du nom de la députée qui l'a portée, sur la haine en ligne, hein, qui voulait donner des pouvoirs très importants à l'administration et à la justice pour supprimer de manière très rapide des contenus pédophiles, des contenus terroristes. Ça a été censuré par le Conseil constitutionnel en juin 2020. La loi a pratiquement été réduite à néant parce que le Conseil constitutionnel a dit non, vous ne pouvez pas faire ça, parce que vous allez donner à l'administration un pouvoir, j'allais dire, de décider quel contenu est finalement susceptible d'être un contenu haineux, d'être un contenu dangereux, etc. Et vous allez donner finalement à un organisme administratif un pouvoir de décider sur l'opinion d'un tel ou d'un tel, et en réalité, vous porterez atteinte à la liberté d'expression qui est protégée par la Constitution. Et le risque, c'est le risque d'une police de la pensée, hein, je l'ai mis entre guillemets, voilà, qui pourrait aussi, évidemment, s'exercer contre toutes sortes de croyances religieuses ou philosophiques, même minoritaires, hein, ou à l'encontre d'analyses. Et les scientifiques souvent développent des concepts qui sont hétérodoxes, qui ne sont pas forcément consensuels. Hein, et on parlait tout à l'heure de la cancel culture. La cancel culture, ça peut être un bon réflexe pour éviter que des choses horribles se diffusent, mais ça peut être aussi, si c'est poussé à l'excès, ça peut être aussi un mécanisme qui interdit à qui que ce soit d'avoir une opinion qui sorte d'un certain niveau de politiquement correct sur un certain nombre de sujets. Il y a des sujets dont on ne pourrait plus parler parce qu'il faudrait nécessairement s'exprimer dans un cadre qui a été fixé une fois pour toutes, et à ce moment-là, on quitte, j'allais dire, progressivement un état de droit pour rentrer finalement dans un état de police. Et puisque je suis universitaire et que je m'occupe notamment dans mon université d'intégrité scientifique, il est très important de comprendre que les scientifiques doivent absolument préserver entre eux une large liberté pour faire des hypothèses hétérodoxes, pour investiguer, hein, y compris sur des sujets qui semblent tout à fait parfois un peu étonnants, et d'interprétation. Marc a parlé de l'interprétation. Eh bien, il faut que chacun puisse apporter sa part d'interprétation, et la frontière entre l'investigation, le raisonnement hétérodoxe, la question impertinente et le complotisme est très fine. Et j'indique, c'est historique, hein, que où est née véritablement, où a été identifiée pour la première fois la notion de théorie du complot aux États-Unis, c'est après l'assassinat en novembre 1963 du président Kennedy, qui, comme vous le savez, a été assassiné à Dallas dans des conditions un peu bizarres, un peu compliquées, etc. Et une partie des observateurs, une partie des intellectuels, une partie des journalistes, une partie des écrivains, une partie des citoyens américains ont eu l'impression que l'enquête qui avait été menée par la commission Warren pour conclure assez rapidement qu'il n'y avait qu'un seul tireur qui était M. Oswald et que c'était lui et puis il n'y avait personne d'autre, bien qu'ensuite il ait été assassiné le lendemain de son arrestation, eh bien, a amené beaucoup de gens à se dire peut-être que la vérité qui a été retenue par la commission d'enquête n'est pas tout à fait exacte et qu'il y a peut-être quelque chose d'autre derrière. Mais s'il y a quelque chose d'autre derrière, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres tireurs, et s'il y a d'autres tireurs, c'est qu'à ce moment-là, ce n'est plus l'acte d'une personne isolée, c'est l'acte d'un groupe, et donc c'est l'acte d'un complot. Et donc, faut-il ou fallait-il empêcher les citoyens américains et les journalistes d'investigation de rechercher d'éventuelles preuves hétérodoxes sur la mort de Kennedy? Non, évidemment pas. Dans une démocratie, il est sain que des journalistes d'investigation, des universitaires se penchent sur les archives, essayent de retrouver des témoins, etc. Mais la frontière, à ce moment-là, c'est qu'on risque de basculer dans un peu n'importe quoi. Et si vous regardez la très très nombreuse bibliographie sur la mort du président Kennedy, vous verrez des centaines d'ouvrages qui ont pratiquement inventé tout. Il y a à peu près que les extraterrestres qui n'ont pas été accusés d'avoir tué le président Kennedy. Donc, faisons très attention, réprimer le complotisme, réprimer trop violemment les fake news, c'est sans doute aussi altérer la liberté d'expression. Donc, est-ce que ça veut dire que le droit ne peut rien faire? Non, mais peut-être que la bonne réponse est du côté
d'une part, de ce qu'on appelle le droit souple. Le droit souple, c'est le droit qui est produit, j'allais dire, par des organisations qui, de manière assez volontaire, se dotent un certain nombre de règles pour se rapprocher d'un certain nombre de standards, et du côté de l'éthique, finalement. L'éthique et le droit ont une relation et sont complémentaires. Voilà. Et donc, j'ai donné quelques éléments. Développer, et ça a déjà été dit par Denis, mais développer dans tous les médias d'information un certain nombre de règles, d'exigences pour croiser l'information, la présenter, la vérifier, etc., pour finalement promouvoir une communication responsable. C'est sans doute une des bonnes manières d'assécher une partie du terreau du complotisme. Rappeler dans les universités, dans les organismes universitaires, les organismes de recherche, les exigences d'intégrité scientifique, c'est aussi une bonne manière de faire que la société ait plus confiance dans les scientifiques, et donc ait plus confiance dans ce que les scientifiques disent de ce qui leur semble être la vérité. Et puis, troisième élément, je pense que les scientifiques doivent sortir sans doute un peu plus qu'ils l'ont fait jusqu'à présent de leur tour d'ivoire pour venir en direction de la société civile, vulgariser leur savoir et rendre des comptes à la société du travail qu'ils font. Sinon, effectivement, on peut avoir une coupure entre les sachants qui sont dans leur laboratoire et dans leur tour d'ivoire, et puis le reste de la population qui, bien évidemment, à défaut de pouvoir accéder à la vérité scientifique qui leur semble incompréhensible et dont suspectent, inventent d'autres théories et disent que finalement la Terre n'est peut-être pas ronde comme Galilée Copernic le pense, mais plate, bien évidemment, comme l'impression qu'on peut en avoir quand on regarde l'horizon. Et puis en aval, eh bien, avoir des instruments d'alerte, des instruments de réaction, mobiliser éventuellement politiquement les grands opérateurs du numérique pour qu'ils réagissent et pour qu'ils aident à faire le tri. Et je vous le signale là encore sur les questions étatiques que le Premier ministre a annoncé il y a moins de 15 jours qu'au sein du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, le GDSN, organisme peu connu mais très central dans l'État qui est aux Invalides, eh bien, va être créée une agence de veille sur les manipulations d'informations d'origine étrangère pour résister éventuellement aux fake news qui ne seraient pas complotistes, mais aux fake news qui seraient introduits par des opérateurs étrangers dans un but de créer la confusion dans la société française. Et donc, tout ceci, c'est du droit souple, c'est de l'éthique, ce sont des mécanismes de détection, des mécanismes de signalement, et le droit dur, finalement, qui consiste à faire des procès, des enquêtes, etc., et à poursuivre des gens au civil ou au pénal, eh bien, doit rester finalement un outil de dissuasion, c'est-à-dire que c'est l'arme ultime, et un outil finalement d'exemplarité plus qu'autre chose. Donc, voilà, le juriste, j'allais dire, a une position qui est modeste dans cette affaire, comme souvent d'ailleurs. Le droit est un instrument au service de la société et non pas une tour d'ivoire et un savoir clos sur lui-même. C'est un outil au service de la société et qu'il faut que l'on mobilise à bon escient. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que le temps tourne, mais on pourra compléter éventuellement dans le débat. Oui, bien sûr. Merci Bertrand. Déjà, oui, on apprend que le droit évolue dans ces domaines-là, donc c'est très, très utile, très important que les juristes se préoccupent de ces problématiques. Alors, est-ce que, avant de demander à Dominique de parler de la question théologique de la vérité, est-ce que vous voulez d'abord réagir à ce que vient de dire Bertrand? Marc, Denis, Dominique? Juste une remarque. D'abord, il y a des points de convergence incontestablement entre nos points de discussion. Je pense que ce que Bertrand a évoqué, qui me paraît important, c'est que l'espace public sur lequel il faut absolument tenir, c'est forcément un espace de désaccord d'abord. Le cœur d'un espace public, c'est du désaccord. Alors, on peut le dire de plein de manières différentes, des tensions, des conflits, etc. Mais ça préserve absolument la liberté, et je trouve que tu l'as absolument souligné. Mais, donc, que nous ne soyons pas d'accord sur un certain nombre de réalités, de faits, d'interprétations, etc., au fond, c'est normal, et qu'il faut surtout être extrêmement précautionneux, parce que ça
j'ai beaucoup aimé l'expression on quitte l'état de droit pour quelque chose qui serait de l'ordre d'une police. Hein. Voilà, il faut faire très attention à ça. C'est un risque majeur qui peut du coup se retourner absolument contre la recherche de la vérité elle-même. C'est ça. Et en fait, également, la démocratie, le système, par définition, doit accepter un peu de pollution dans les débats, un peu de contradiction, un peu de désordre. Et donc, si on sort de cette idée-là, on sort de la démocratie aussi. Non? Oui, oui. Bertrand, une question. J'ai entendu parler d'un concept de pollueur-payeur appliqué à l'information, aux fake news et à toutes ces choses-là. Est-ce que c'est concrètement possible de mettre ça en place? Alors, c'est assez compliqué, mais cela dit, ça s'inscrit dans un sujet plus vaste qui va, à mon avis, beaucoup progresser dans les années et les décennies qui vont venir, qui sont effectivement, on va dire, d'une manière générale, la valeur de l'information, la valeur juridique de l'information et notamment la responsabilité du fait de l'information. Voilà. Alors, c'est évidemment extrêmement difficile parce que le principe classique de la responsabilité, ce qu'on apprend à nos étudiants, la responsabilité civile du Code civil, c'est une faute d'un côté, un lien de causalité entre la faute et un dommage. Et à ce moment-là, celui qui a commis la faute doit indemniser à hauteur du préjudice. Voilà. Donc, quand on est dans des choses tangibles, c'est relativement facile d'identifier s'il y a eu faute, et c'est relativement facile d'identifier le lien de causalité. Encore que, si les uns et les autres, vous avez connu des gros problèmes de construction, de dégâts des eaux, ou je ne sais, dans des travaux, souvent ça se termine avec des batailles d'experts assez compliquées, parce qu'il y en a un qui pense que la fuite venait de la gauche, l'autre pense que la fuite venait de droite, etc. Ce n'est pas toujours très simple. Et dans le monde tangible, en gros, on y arrive et on a des référentiels. Lorsque la faute est purement intellectuelle, est purement mentale, est purement dans l'expression, donc la faute est dans l'immatériel, et que le lien de causalité est lui-même dans l'immatériel et que le préjudice est lui-même immatériel, un préjudice de notoriété, par exemple. Voilà. Demain matin, je diffuse de la mauvaise information à l'encontre de Marc Grassin et qui, du coup, voit sa réputation altérée et qui perdra peut-être la chance d'écrire un nouveau bouquin ou d'être invité dans une grande université américaine, etc. Donc, comment évaluera-t-il, comment prouvera-t-il le préjudice et comment prouvera-t-il que ça vient de ma faute initiale? Donc, à tous les niveaux de la chaîne, c'est complexe. Mais je suis personnellement persuadé que ces sujets-là qui nous semblent presque impossibles à trancher aujourd'hui parce que nous travaillons encore avec les outils du XVIIIe et du XIXe siècle, et un peu du XXe siècle, vont avancer très rapidement. Je pense que les nouvelles générations de juristes d'aujourd'hui vont travailler de plus en plus sur cette valeur et cette responsabilité de l'information. Et donc, on en viendra peut-être effectivement à du pollueur-payeur, à condition sans doute qu'on mette en place aussi des outils techniques. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la blockchain ou d'autres choses pour tracer ce qui s'est passé, pour repérer qui a dit quoi à quel moment, avec toujours, bien sûr, du coup, le risque de tomber aussi dans la surveillance, dans la police de la pensée, dans l'atteinte à la liberté d'expression. Voilà. Donc, ça, c'est les grands sujets des juristes pour les 20 prochaines années. D'accord, merci. Alors, un dernier mot avant de passer la parole à Dominique. Denis, Marc, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, un petit mot de conclusion de votre part, ou une idée, un élément qu'on a peu ou pas suffisamment mis en lumière ce soir? Non? Bon, ok, génial. Alors, donc, merci Bertrand. Donc, Père Dominique, la question qu'on vous pose à la fin est pas simple, effectivement. C'est la notion de vérité en théologie. C'est un mot qui est extrêmement souvent utilisé dans la Bible et dans les évangiles en particulier. Alors, est-ce que ce mot dans les évangiles doit être interprété tout à fait autrement? Est-ce que c'est quelque chose d'autre ou est-ce que finalement on est toujours dans notre sujet?
N'oubliez pas de mettre le micro, hein. Dominique. Voilà. Est-ce qu'on est toujours dans le sujet? Disons, le mot de vérité, alors le mot de vérité qui est utilisé la plupart du temps dans la Bible, c'est aletheia. En tout cas, c'est celui qu'utilise Jésus à son propre propos. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, ego eimi et odos, kai e aletheia, kai et zoé. Ce qui indique, je crois qu'il y a une première chose que ça interdit, c'est un rapport dogmatique au mauvais sens du terme à la vérité. Parce que si ce que Jésus dit là est vrai, ça veut dire que la vérité est pour nous une personne, d'abord Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ, et une personne, on n'a jamais fini de tout découvrir. C'est-à-dire que du coup, la vérité va être, je veux dire, dans la conversation courante et en théologie, un critère de jugement et pas, pardon de ce gros mot, une hypostase, c'est-à-dire une chose en soi. Et d'ailleurs, moi, quand je parle de vérité à des étudiants, alors je leur explique rapidement que les critères de vérité ne sont pas les mêmes en mathématiques, en physique, en biologie, en sciences humaines et en théologie. À chaque fois, bon, on pourrait rentrer dedans, mais ce serait de l'épistémologie, on n'a pas le temps. Mais on parle fondamentalement de la même chose et en même temps, on ne procède pas de la même manière pour être sûr que ce qu'on dit est vrai. On parle à la fois de la vérité d'un énoncé, est-ce que cet énoncé est vrai? Mais il n'y a que Dieu dont on peut dire qu'il est la vérité. Et d'une certaine manière, ça nous interdit de mettre la main dessus. Alors, dans l'histoire de l'Église, il y a eu une grosse bagarre contre ce qu'on a appelé ensuite les hérésies. Et les hérésies, on a traduit en français par erreur. En fait, hérésie, ça vient de aireo, qui veut dire choisir, prendre. Et dogme qui s'oppose à l'hérésie, ça vient de c'est dokeo, enseigner, et c'est la même racine que doxa, l'opinion. Donc en fait, c'est la même chose, d'une certaine manière. L'hérésie comme le dogme sont un choix, sont le résultat d'un choix. Et du coup, voilà, pourquoi a-t-on décidé que Jésus était le Fils éternel de Dieu et pas une simple créature? Et donc, ça amène au critère de vérité, à la question du critère de vérité en théologie, et qui est en fait toujours, alors je vais encore employer un autre gros mot, mais le critère sotériologique, c'est-à-dire le critère du salut. Est-ce que le message, la manière que nous avons d'exprimer la foi, est bien celle qui permet de laisser entendre à l'homme qu'il est sauvé dans la dimension la plus large? Voilà. Et sur cette histoire de divinité de Jésus, ce qui a fait dire que c'est seulement une créature est une hérésie, c'est qu'à ce moment-là, si Jésus est seulement une créature, alors la promesse de divinisation de l'homme en Dieu qui est présente dans le Nouveau Testament et qui est très développée dans la théologie des Grecs, des orthodoxes, cette promesse devient fausse. Jésus ne peut nous donner que ce qu'il a. S'il n'est pas Dieu, il ne peut pas nous donner la divinité. Je le fais très vite, mais en gros, c'est là que ça va. Bon. Critère de vérification qui est déjà celui que propose Jésus, on juge l'arbre à ses fruits. Et je crois que ça peut nous aider tous, j'allais dire, et ça m'a aidé moi-même dans une carrière antérieure de consultant. Quand vous entendez quelque chose qui a l'air intellectuellement parfaitement ficelé, mais qu'il y a une alerte intérieure en vous qui est de l'ordre du sentiment, qui dit « attention, danger », eh bien, cette alerte a très souvent raison. Simplement, vous n'avez pas à ce stade-là le moyen intellectuel de dépioter le raisonnement faux par lequel on veut vous contraindre, mais en fait, il y a un problème. Et ça, en théologie, en particulier dans le dialogue avec des franges un peu intégrisantes, souvent, ce sont des gens qui arrivent avec des raisonnements extrêmement charpentés, qui prétendent vous contraindre à la position qu'ils défendent. Alors, pour pouvoir démonter le raisonnement, souvent on va faire beaucoup de théologie et d'histoire de la théologie et d'histoire de l'Église, et donc il faut être très fort. Mais la petite alerte qui dit non mais attention, la conclusion à laquelle ils arrivent est délirante, cette petite alerte-là est tout à fait nécessaire, voilà, et tout à fait utile. Voilà. Au fond,
il faudrait reposer la question du lien entre… Il y a quelque chose dans la vérité qui fait que spontanément, on sait de quoi on parle quand on parle de vérité. Contraire de l'erreur, contraire du mensonge. Et en même temps, dès qu'on rentre dans la complexité de la question, on s'aperçoit qu'on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Mais il ne faut pas oublier, je pense, quand on parle de ce rapport entre les mots et le réel, du fait que les mots sans doute masquent le réel autant qu'ils le dévoilent, bon, tout ça est assez vrai, mais fondamentalement, si on peut dire tout ça, c'est parce qu'on a une espèce de concept fondamental de ce qu'est la vérité, que nous partageons tous, même si nous avons énormément mal à le définir. C'est ça. Est-ce que Dominique, le mot chemin, tu l'as employé une fois, mais finalement, est-ce que c'est pas ça qui est un peu le trait d'union entre tout ce qu'on a dit ce soir? C'est-à-dire qu'il faut comprendre la vérité comme un chemin, et que ça soit dans les domaines politiques, scientifiques, le domaine de la pensée, juridique et théologique, on est en chemin vers, mais on n'est jamais dedans complètement, si je puis dire. Alors oui, on peut dire ça. Je me souviens qu'un de mes sujets de philo en terminale, c'était: peut-on dire d'une vérité scientifique qu'elle est à la fois vraie et provisoire? La réponse était évidemment oui, mais ce n'est pas si simple, une fois qu'on l'a dit. Bon, alors oui, j'aime bien cette idée du chemin. L'idée qui me venait, parce que j'ai fait des maths quand j'étais petit, c'est aussi l'idée d'angle solide, c'est-à-dire… un d'entre vous a utilisé le mot indiquer, montrer avec son doigt la direction. On pourrait dire, si on dit que la Terre est ronde, voyez, pour reprendre l'exemple du début, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, c'est beaucoup plus vrai que de dire qu'elle est plate. Et en même temps, la Terre n'est pas ni une sphère, ni même un ellipsoïde. Il n'y a qu'à voir que la hauteur des montagnes, bon, qui est négligeable face à la forme d'ensemble de la Terre, mais qui quand même existe. Voyez. Donc, est-ce que la Terre est un rond? Selon la distance à laquelle on se place par rapport à la précision qu'on cherche à obtenir, oui ou non. Mais n'empêche que si je débat avec quelqu'un qui dit que la Terre est plate, dire que la Terre est ronde, c'est vrai. Voilà. Et en ce sens, il y a un chemin, effectivement, il y a à la fois un chemin et d'une certaine manière là c'est le scientifique qui parle, une forme de degré d'approximation. D'accord. Alors après, l'histoire du chemin, je crois qu'elle est tout à fait vraie dans le trajet d'une personne. On parle de faire la vérité à ce moment-là. Faire la vérité sur qui on est, faire la vérité sur son histoire. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment… où l'expression est parfaite. Je redonne la parole à Marc, pardon. Non, c'était parce que je trouve que c'est évidemment extrêmement intéressant. C'est juste pour compléter, parce que la question du chemin peut être aussi, alors on peut y souscrire évidemment, mais elle peut être aussi ambiguë, parce que quand on prend un chemin, a priori, on prend une direction. D'accord. Donc on peut avoir en arrière-fond, derrière, que au fond, au bout du chemin, on aura quelque chose qu'on atteindra d'une certaine manière. Je proposerais, et je pense que théologiquement, peut-être tu pourras réagir, mais au fond, la vérité, c'est un espace ouvert. C'est-à-dire que c'est un espace qui est ouvert et donc qui suppose de l'investir. Et au fond, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est peut-être ça, du coup, qui est derrière. C'est-à-dire, la vérité, c'est l'invitation à investir, donc c'est à être vivant au cœur de l'espace possible dans cette vérité-là. Et peut-être que le chemin, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que c'est moins une direction que quelque chose qui vient, au fond, qui nous ramène à investir le creux de la vérité, quoi. Ok, merci. Oui, en disant aussi simplement que peut-être par rapport à… dans la formulation de la foi, le cardinal de Lubac dit la paysanne mexicaine qui ne sait pas lire, elle en sait assez. Ce qu'elle dit, ce qu'elle sait est très rudimentaire, mais elle en sait assez pour son salut. Et je crois du coup que, et bien ça, j'éprouve ça beaucoup avec les étudiants, il s'agit… c'est un peu comme les mutations d'un Bernard l'Ermite. Il s'agit de passer d'une image à une autre image.
en théologie, et le chemin est là. On se fait une première image de Dieu qu'on a hérité de l'enfance, et puis cette image craque au cours d'une crise intérieure, au cours d'un doute, au cours d'une épreuve de la vie, et il faut retravailler l'image de Dieu pour arriver à une autre image qui sera davantage satisfaisante à ce moment-là, et qui sera probablement jamais la dernière. Voilà. Et c'est là que le mot de chemin est... Mais peut-être que le mot de chemin peut aussi éclairer sur le fait que si on n'atteint jamais le but, en tout cas en théologie, on s'approche quand même de quelqu'un. C'est-à-dire, on ne tourne pas en rond, j'allais dire, on va vers quelqu'un. Les amis, pardonnez-moi de jouer mais avec l'horloge, mais en fait, le temps passe vraiment. Ça fait déjà plus d'1h20, c'est absolument passionnant. Je pense, Bruno, si tu en es d'accord, que ce serait bien d'arriver un peu au mot de conclusion de chacun de cet échange. Je suis désolé, moi j'ai été coupé par le réseau, donc j'ai raté une partie. Mais voilà, est-ce que vous pouvez, dans l'ordre ou dans le désordre des apparitions, nous dire un petit peu un mot de conclusion sur les enrichissements mutuels que vous avez pu gagner au cours de cet échange et de cette discussion? Il commence. Denis? J'étais très passionné par ce qui a été échangé. Vraiment, c'est très profond et très, très intéressant. Enfin, c'est banal de dire ça. Je crois on a dit plus ou moins d'une manière très différente, mais finalement à peu près les mêmes choses. Je pense qu'il ne faut pas paniquer sur ces histoires de complotisme. Ce que dit Dominique était juste, on ne dénonce pas assez le mensonge finalement, et on n'a pas assez le goût. Alors, je ne veux pas être vérité parce qu'on l'a défini de telle manière que c'est un chemin assez difficile. Enfin, on peut toujours prendre le chemin, accéder après c'est compliqué. Tout à l'heure, Dominique parlait aussi d'hérésie, ça m'a rappelé Irénée de Lyon qui, dans sa dénonciation en réfutation des hérésies et de la gnose aux non-menteurs, finalement décrivait les mêmes systèmes de manipulation d'informations, la capacité qu'ont toujours eu certains à vouloir manipuler les autres avec cette espèce de goût du secret et cette volonté de découvrir des sens cachés, des trucs cachés qui nous donneraient une forme de compréhension du monde ou alors un pouvoir sur les autres. C'est souvent un pouvoir sur les autres pour ceux qui manipulent, pour les gourous. Bon, je redis la conclusion que j'ai dit tout à l'heure. Luttons contre l'ignorance. Chacun à nos postes, moi en communication, en philosophie pour Marc, en droit, en théologie, luttons contre l'ignorance. Voilà, comme on le fait ce soir. Oui. Oui. Merci Denis. Marc? Il me semble qu'il y a les points de convergence des 4 interventions, c'est que sans doute que la vérité nous ramène toujours entre nous, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, la question de la vérité, c'est d'abord la question d'une relation. Et moi, je pense que ce qu'on est en train de vivre, alors est-ce que ça durera ou pas, on n'en sait rien, mais suppose la question de la confiance. Et je crois que ça, c'est le défi. Bertrand parlait de fait social, total presque, pour la référence à Amos, d'une certaine manière, un fait social. C'est le défi aujourd'hui, c'est comment on établit la confiance comme condition possible d'une vérité partagée. Et ça, je pense, alors du coup, c'est un chemin, et peut-être que le salut le salut ici maintenant et plus tard est dans cette affaire-là. Ouais. Merci. Bertrand? Juste pour compléter sur ce qu'on a dit sur la vérité, notamment sur la vérité ouverte que Marc a évoqué, je crois qu'il faut faire très attention de ne pas tomber dans l'ultime piège du complotisme. L'ultime piège du complotisme consiste à dire aux complotistes: vous êtes dans l'erreur, mais moi j'ai la vérité, parce que je suis scientifique. Et ce faisant, j'allais dire, en réalité, nous donnons raison aux complotistes, parce que le complotiste, c'est celui qui croit qu'il y a une vérité parfaite, qu'il suffit juste de la trouver et qu'une fois qu'on a la clé, c'est bon. Alors que nous savons, et Dominique Degoul l'a dit en théologie, nous savons que la vérité est un chemin, la vérité est le résultat d'un processus, la vérité est une évolution permanente, de même que le chrétien se rapproche de Dieu, le scientifique se rapproche de la connaissance parfaite qu'il n'arrive jamais à avoir du monde. Et donc, il ne faut pas rentrer dans une guerre des vérités. Parce que la post-vérité, c'est ça, c'est de dire,
tu as ta vérité, moi j'ai ma vérité. Et pourquoi ma vérité ne vaudrait pas autant que la tienne? Et à ce moment-là, c'est fini. On doit sortir le complotiste de sa recherche de la vérité absolue en lui disant qu'il n'y a pas de vérité toute faite qui existerait et qui serait cachée, donc qui est clé, mais qu'il faut aller sur un chemin beaucoup plus compliqué qui consiste à s'approcher humblement, à s'éloigner le plus possible des mensonges et à s'approcher humblement de ce qu'on croit être à un certain moment la meilleure vérité. Merci Bertrand. Et donc Dominique, un dernier mot? Moi, je me disais en vous entendant, il y a une question d'espérance qui est posée, c'est-à-dire est-ce que nous pouvons espérer en l'homme suffisamment pour qu'il fasse son chemin entre les mensonges, les fake news et sa propre difficulté à comprendre. Voilà. Et puis, je me disais, le plus grand texte complotiste, c'est peut-être la Bible, lorsque l'homme s'adresse à Dieu en lui demandant « Est-ce que c'est pour la mort que tu nous as créés ?» Et je crois que la bonne nouvelle de la Bible, c'est que Dieu supporte cette accusation-là et il répond en ne cessant de redonner quelque chose de bon, jusqu'à la mort de son fils. Voilà. Au fond, contre le soupçon du serpent qui dit, qui ment en disant Dieu ne vous a pas tout donné, eh bien, Dieu n'a pas d'autre réponse que de se donner lui-même jusqu'au bout. Et en fait, on rejoint à travers cette idée du complotisme, enfin cette question du complotisme, en fait, des questions très fondamentales sur ce qu'il en est de la confiance entre nous, qui peut découler d'une confiance en Dieu. Très bien, merci. Eh bien, écoutez, il nous reste à vous remercier d'abord d'avoir travaillé, préparé cette conférence et puis ensuite d'avoir géré la situation le 17. C'était pas évident, 17 juin, et puis de faire ce soir, je crois, de très intéressantes interventions. Donc, merci beaucoup et Nicolas, je te laisse conclure. Non, mais merci. Je vais dire les mêmes banalités que Denis. Moi, j'étais passionné. J'ai trouvé ça absolument intéressant. Je vais réécouter ce que vous vous êtes dit et on aura le plaisir à le diffuser. Peut-être, Bruno, tu peux dire aussi la suite du Forum Saint-Martin, les prochaines étapes en 2 mots. En 2 mots, donc, nous préparons une conférence pour le mois d'octobre. Qui portera sur les entreprises et l'écologie intégrale. Donc, on voudrait voir un peu comment les entreprises qui travaillent dans la RSE, qui sont des entreprises à mission, impact, on entend un tas de mots, et quel pont, quel lien on peut faire avec l'écologie intégrale. Voilà ce qui est prévu. Nous vous tiendrons au courant parce que la date n'est pas définitivement arrêtée et nous espérons bien que tout cela se passera en présentiel, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire dans notre grande salle de la mairie à Louvciennes, ce qui évitera d'avoir toutes sortes de problèmes et surtout qui permettra de se revoir. Et c'est ça un peu le mot de la fin, vous l'avez tous dit, la relation entre nous, ce qu'on a vécu ensemble ce soir, ça nous fait grandir, ça nous permet de comprendre plus, mieux, et ça établit des liens. J'ai beaucoup envie de recontacter Marc, par exemple, sur des sujets qui me passionnent. Voilà, merci à tous. Et puis, on retient aussi le mot de l'espérance. Voilà, et de l'espérance, voilà. On part sur ce mot-là de l'espérance. Vous avez tous dessiné des solutions, en fait. C'était passionnant. Exactement. À bientôt. Beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.